Amis sportifs, bien le bonsoir. Merci de nous retrouver sur cette antenne dans le cadre de cette autoproduction d'Africa Foot, la seule unique émission qui donne un véritable sens au football africain. Et pour en parler ce soir, ils sont trois invités autour de moi, journalistes, analystes sportifs en tout cas, qui vont nous permettre de décrypter le temps d'une rencontre de football 90 minutes au chrono. Eh bien, l'actualité foot avec moi ce soir, Emmanuel Marot, comme présente plus analyste sportif, en tout cas consultant permanent au programme. Emmanuel, bonsoir. Bonsoir à vous Fabrice, bonsoir à tous ceux qui nous regardent à travers le monde, bonsoir surtout aux footballeurs africains et bonsoir à toute l'Afrique. Eh bien, il est toujours notre compagnon de tous les jours, c'est notre attaquant en tout cas de ce soir, Souleymane Abdou, bonsoir. Oui, bonsoir Fabrice, bonsoir à Emmanuel. Je profite pour dire bonsoir au président, au directeur général de Bambuto The Bouddha, qui a perdu sa belle-mère dont on a passé toute la journée à la levée jusqu'à la veillée. Je suis parti de là pour Afrique Média directement parce que le rendez-vous m'attendait, parce que les panafricanistes qui suivent Africa Foot avaient besoin de moi. Par la grâce d'Allah, je suis là. Merci infiniment. En tout cas, comme une équipe de football, et chaque saison, en tout cas le mercato de ce soir nous permet d'avoir une nouvelle figure du journalisme foot du côté du continent africain. C'est Francis Bakapa qui nous fait ainsi l'honneur et l'amitié de nous retrouver ce soir. Francis, bien le bonsoir. Bonsoir Fabrice, bonsoir à tous les copanélistes. Ouais. C'est un plaisir pour moi d'être à Afrique Média. C'est une première et j'espère que nos téléspectateurs seront satisfaits à la fin de ce match. Merci bien. Comme vous l'avez si bien dit, eh bien, le seul match qui aura donc 3 mi-temps dans le cadre de cette émission. Bien, monsieur, nous parlerons ce soir davantage de ces Jeux Olympiques en perspective nationale avec ces rencontres éliminatoires donc on va dire de la Coupe d'Afrique des Nations U23 qui sont déroulées en début de cette semaine. Nous parlerons davantage du profil recherché pour le banc de touche de l'entraîneur des Lions indomptables de Cameroun. Mais on sortira, monsieur, avec ce bras de fer qui persiste entre le général Pierre Semengue et la Fédération camerounaise de football. C'est justement après cet indicatif. Nous allons prendre cet indicatif déjà pour venir effectivement planter le décor de cette toute première thématique qui nous amène tout droit du côté donc de l'Égypte, oui, parce qu'on parlera de la Coupe d'Afrique des moins de 23 ans. Excusez-moi, ce soir, eh bien, nos très chers téléspectateurs auront l'occasion de pouvoir interagir avec nous sur les différentes thématiques qui seront donc abordées dans le cadre de cette émission. Ça y est, les 8 équipes qualifiées donc pour la Coupe d'Afrique des Nations U23 du côté de l'Égypte, qui, je dois d'ailleurs rappeler, se tiendra du 8 au 22 novembre prochain, sont d'ores et déjà connus. Nous allons prendre d'abord ce premier élément de la rédaction centrale d'Africa Foot. Nous allons venir derrière pour en débattre. Les 8 nations qualifiées pour participer à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 23 ans sont déjà connues. Ceci en faveur du troisième et dernier tour éliminatoire disputé en ce début de semaine. Il s'agit principalement de l'Égypte, pays hôte, du Nigeria, de la Zambie, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, le Mali, le Ghana et le Cameroun. Le Nigeria, tenant du titre, a battu le Soudan 5-0 ce mardi lors du dernier tour. Retour des éliminatoires pour valider son ticket pour la CAN. La grosse déception des éliminatoires est venue de l'Algérie, finaliste de la dernière édition. Le pays s'est incliné face au Ghana, 2-1 sur l'ensemble des deux confrontations, tout comme le Maroc sorti par le Mali et la Tunisie écartée par le Cameroun, malgré sa victoire au match retour, mais insuffisante pour arracher son ticket qualificatif devant les Lions indomptables du Cameroun. L'Afrique du Nord a donc vécu hier une soirée cauchemardesque. À noter aussi la qualification surprise de la Côte d'Ivoire qui est parvenue à surmonter son revers à domicile en s'imposant en Guinée de 2-1. En attendant que la Confédération africaine de football ne communique sur la date et les modalités du tirage au sort, les 8 nations qualifiées se préparent déjà pour disputer cette compétition prévue du 8 au 22 novembre prochain en Égypte, avec comme enjeu principal figurer sur les 3 marches du podium synonyme de qualif aux Jeux Olympiques prévus à Tokyo en 2020. Naturellement, ces Jeux Olympiques de Tokyo prévus donc en 2020 en ligne de mire donc pour ces équipes olympiennes africaines et bien 3 d'entre elles pourront donc aller fièrement défendre les couleurs de l'Afrique. D'où la problématique de ce soir, du moins la thématique en ce qui concerne en tout cas ces nations olympiques. Et bien après donc l'édition de 2000 où le Cameroun avait naturellement aux Jeux Olympiques de Sydney ramené la médaille d'or. Depuis lors, elle se fait attendre parlant de cette médaille d'or pour nos plénipotentiaires africains. On va tenter, monsieur, avant d'y arriver, parce que c'est le focus de ce
soir, monsieur, permettre effectivement d'avoir votre avis. D'abord, Francis Bakapa, autour de ces éliminatoires, de cette compétition, de cette catégorie U23, on a vu naturellement les équipes qui se sont serrées. Nigeria, champion d'Afrique en titre, n'a pas eu une partie assez facile face au Soudan. Il a fallu un étincelant Nigeria au match retour pour véritablement arracher son ticket qualificatif. Effectivement, il faut dire quand même que le football africain et le football jeune évoluent dans certaines nations. Vous avez parlé du Nigeria. Il faut rappeler quand même que le Nigeria est l'une des équipes qui domine sur le plan de la jeunesse dans les catégories jeunes. Mais si le Soudan réussit quand même à prouver de belles choses face à cette grosse écurie qu'est le Nigeria, ça veut dire que les autres équipes travaillent assez. Maintenant, il faudrait quand même que d'autres se mettent aussi au travail. Parlant de cette rencontre entre le Nigeria et le Soudan, c'était 50-50. Pendant la rencontre, mais avant cette rencontre, beaucoup voyaient le Nigeria passer sans toutefois souffrir. Donc il faut comprendre que match aller, le Nigeria avait su un revers du côté de Soudan, un but à 0. Effectivement, c'est pour dire que d'autres nations sont en train de travailler aujourd'hui. Ils travaillent au niveau de la base et c'est ça le football aujourd'hui. Travailler au niveau de la base pour pouvoir réussir chez les seniors. Si aujourd'hui les U23 soudanais sont en train de réaliser de bonnes choses, pourquoi pas être surpris ou alors voir en 2021 ou encore en 2023, voir cette nation soudanaise être dans le dernier carré chez les seniors. Ça veut dire qu'il y a un travail qui est fait au niveau de la base et certaines nations doivent suivre l'exemple que fait le Soudan aujourd'hui. Battre quand même le Soudan 1-0, surtout à domicile, ça veut dire qu'il y a de la qualité. Le Nigeria, absolument. Ça veut dire qu'il y a de la qualité et ça a apprécié et donné cette chance quand même aux jeunes de continuer à rêver. Souleymane Abdou, le Nigeria qui reste sur une très bonne dynamique. En tout cas, c'est l'une des équipes les plus constantes sur le continent africain en ce qui concerne les résultats en catégorie jeune. Oui, justement, je pense que Francis a tout dit. Mais je pense que par ricochet, il faut ramener au plus profond de l'analyse de Francis en disant qu'aujourd'hui, il faut préciser que si le Nigeria s'en sort, c'est parce que en réalité, le Nigeria à ce qu'on appelle le football à la base, qui est la formation des jeunes. Mais sauf que pendant que le Nigeria, qui détient pratiquement et détient le trône de ce football au niveau de la jeunesse, se dit déjà assez grand. On va permettre peut-être de reprendre vos esprits. Emmanuel Marop, on a assisté à une espèce de déculotté de la part des nations du Grand Maghreb. Il y a l'Algérie qui est passée à la trappe, la Tunisie. On aura peut-être tout à l'heure une attitude du coach Ben Belgassem à l'issue du match qui l'a opposé face au Cameroun. Comment comprendre au lycée des chances du football du Maghreb, qui est pourtant qualifié d'être mieux structuré, parlant comparativement au pays au sud du Sahara? La différence se fait tout de suite parce qu'en réalité, la CAF veut étendre, voyez-vous. Je parle même des seniors. C'est vrai qu'on vous le dira, tout le monde vous le dira. Le foot, c'est la fondation, c'est la base, etc. Mais là, je préfère commencer par les grands, voyez-vous. La CAF, elle a étendu la compétition phare qu'est la CAN, qui s'est déroulée en Égypte il y a quelques semaines, mais se veut un peu plus grande. Et de ce point de vue-là, les petites équipes, entre guillemets, justement, se disent, OK, on peut participer à la phase finale, mais sauf qu'en se qualifiant pour la phase finale, il y a des équipes comme le Soudan, etc., c'est vrai, qui n'y étaient pas, qui utilisent les joueurs qui jouent ensemble. Et généralement, ils ont moins de 23 ans. C'est très important de le noter, voyez-vous. Les équipes comme Al-Ahly de Omdurman, en quelque encablure justement de la capitale soudanaise, Soudan du Nord, j'entends pas. C'est le fait que, justement, de côté du Soudan, on a très peu de professionnels, mais on a des joueurs évoluants sur le championnat local qui favorisent les regroupements, comparativement avec les nations beaucoup plus pires. On a quand même des joueurs qui jouent à un certain niveau et ils ne sont pas toujours disponibles les week-ends. Mais c'est toute la raison. Parce qu'ils sont ensemble au pays, ils ont une sorte de fusion, ils ont une sorte de joint venture et ils jouent ensemble en club. Voyez-vous. Et cela leur permet justement d'avoir une sorte de cohésion. Et parlant donc des U23, justement, certaines nations dites UP, justement chez les grands, des fois, n'ont pas une bonne partie des joueurs qui jouent ensemble. Justement, ils les ont chez les A et ces nations-là brillent. Et du coup, justement, cette nation dite petite qui ont des joueurs qui évoluent ensemble, en arrive
arrive à leur damer le pion parce que justement les internationaux sont ensemble. C'est une raison valable. Et de ce point de vue-là, vous verrez justement que certaines nations maghrébines, vous en avez parlé, passent à côté complètement. N'eût été l'Égypte justement qui organisait, voilà, bon, je ne dis pas que l'Égypte allait passer à la trappe, mais vous en avez les exemples, la Tunisie, l'Algérie, la Tunisie, etc. etc. Donc c'est l'une des raisons valables. Et de ce point de vue-là, justement, la CAF a vu juste parce qu'en élargissant, en créant une Coupe d'Afrique des Nations de U23 qui se sera rendue à la 3e édition, Absolument. permet donc à ces nations-là, justement, qui n'ont pas assez de joueurs à l'extérieur, d'être performantes, ces nations-là, sur le plan continental, parce qu'elles ont, ces nations-là, des internationaux qui jouent ensemble en club, et résultat des courses, il y a la fusion. Et quand elles rencontrent d'autres nations dont les internationaux, justement, sont disparates, dispersés, convenez avec moi qu'en 90 minutes ou en 2 matchs, La tout peut se cohésion passer. ne peut pas être assez disons. On va effectivement rappeler nos très chers amis téléspectateurs que vous pouvez nous joindre à tout moment pour donner votre point de vue autour de cette grande thématique. Alors, Monsieur Souleymane Abdo, avant peut-être d'avoir une attitude du coach Ben Belgassem, qui est assigné sur notre micro à l'issue du match qu'il a opposé face aux Lions indomptables du Cameroun, il y a également l'Afrique de l'Ouest qui se taille la part du lion. Il y a quasiment 3 représentants, la Côte d'Ivoire, le Ghana, 4 représentants, voilà, mes souvenirs reviennent, le Mali, le Nigeria, et c'est-à-dire finalement que la formation jeune se fait mieux du côté de l'Afrique de l'Ouest, à votre avis? Ah oui. Lorsqu'on revient sur le plan local dans chacun de ces pays, vous allez vous rendre compte que ces pays-là possèdent le plus grand nombre de centres de formation et même les meilleurs d'ailleurs, partant du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Mali. Pour la petite histoire, aujourd'hui, l'équipe nationale senior malienne, c'est cette équipe des juniors que j'ai eu à rencontrer en Côte d'Ivoire pendant la francophonie, que j'ai revu chez les seniors en 2019. Il y a une sorte de traçabilité qui est quand même assez pointue de ce côté-là. Justement, c'est pour ça que je dis, nous étions sur ce plateau une semaine avant ce match qui opposait le Cameroun à la Tunisie. Je vous disais encore que je doutais et j'étais presque convaincu que le Cameroun ne pouvait pas gagner en Tunisie. En fait, j'étais même convaincu qu'on ne devait pas se qualifier. Nul n'était pas le fait qu'aujourd'hui, un but, ou pour ne pas dire peut-être le but qu'on a marqué au Cameroun, ça nous a aidé, mais sincèrement, si on serait resté sur le fait qui a marqué plus de buts dans un match aller ou dans un match retour, le Cameroun serait sorti. Donc c'est pour dire que pendant que nous restons sur le fait que nous sommes des champions, nous sommes un pays de talent avec Roger Mila et bien d'autres. Les autres pensent plutôt qu'il faut mettre toutes ces choses aujourd'hui. En Côte d'Ivoire, par exemple, on ne pense pas à Yaya Touré, on ne pense pas à Didier Drogba, mais on se dit comment faire pour avoir d'autres Yaya Touré, d'autres Didier Drogba. Et c'est pour ça que justement, l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, même si peut-être au niveau des compétitions, au niveau de la phase finale, peut-être de ces compétitions-là, eux, ils ne sont pas forcément les meilleurs, c'est-à-dire qu'ils ne jouent pas peut-être les premiers rôles, mais ils sont toujours présents. Et la plupart des temps, il y a toujours un club, une équipe de l'Afrique de l'Ouest qui se retrouve dans le dernier carré. Donc, je pense qu'en réalité, lorsque je m'en tiens aux différents qualifiés, je me dis ça va être d'ailleurs à la très réalisation difficile. avec ce montage réalisé par Françoise Niambi qui nous permet effectivement d'avoir ces 8 qualifiés, l'Égypte, pays hôte, Côte d'Ivoire, Cameroun, Nigeria, Ghana, Afrique du Sud, de Zambie, mais également le Mali. On rappelle naturellement que les 3 premières équipes seront effectivement qualifiées pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Alors, Monsieur Francis Bakapa, on a quand même cette Afrique centrale, peut-être avant d'arriver à l'Afrique centrale, il y a quand même l'Afrique australe qui a représenté, nous avons l'Afrique du Sud, mais également la Zambie qui est véritablement qui a été la grosse surprise parce qu'étant le premier pays à se qualifier naturellement à côté de l'Égypte parce que pays hôte. Oui, c'est vrai que ça peut être la surprise pour certaines personnes. C'est ce que j'étais en train de dire tantôt. Beaucoup de nations ont misé sur la base, sur la jeunesse. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Quand vous voyez les équipes comme la Zambie, il faut rappeler quand même que la Zambie a été championne d'Afrique et après a sombré. Donc, je pense que... Il est clair que c'est une génération spontanée qui a quand même brillé à ce moment donné. Il y avait pas de travail à la base. Les 4 Tongos effectivement, il n'y a pas eu un travail à la base. Et je pense que ce titre a poussé
les dirigeants de la Zambie à travailler à la base pour pouvoir avoir quand même une génération brillante dans l'avenir. On a vu après ce trophée, la Zambie a sombré totalement. Mais aujourd'hui, chez les U23, ils sont en train de revenir. Ça veut dire que chez les juniors, chez les cadets, il y a un travail qui est en train de se faire au niveau de la base. Et c'est ce qu'il faut faire dans toutes les sélections, notamment au niveau du Cameroun aujourd'hui. Ce n'est pas une grosse surprise quand même de voir la Zambie. Il faut quand même rappeler que la Zambie a aussi des bons clubs dans leur pays. Et on a vu des Camerounais qui sont allés de ce côté-là. Il faudrait juste avoir une bonne politique pour pouvoir quand même réaliser de belles choses dans l'avenir au niveau du football jeune. Et je pense que c'est ce qui se fait de bien et de beau aujourd'hui du côté de la Zambie et en Afrique de l'Ouest plus précisément. Ah, monsieur, on va donc voir cette attitude donc, du président, du coach tunisien Ben Belgassem, qui revenait en tout cas sur les difficultés rencontrées avant le match face au Cameroun, qui n'ont pas effectivement facilité sa qualif pour cette Coupe d'Afrique des Nations que va apporter d'ailleurs son pays, en tout cas son frère voisin, l'Égypte. On va suivre cette attitude en tout cas du coach Ben Belgassem, et nous allons venir pour vous donner la parole, vous, Emmanuel Marop. Bon, sincèrement, comme prévu, moi j'ai prévu, et là j'ai vu ça pendant le match, il y a de la qualité, mais il y a la qualité sur le plan individuel. Je sais que sur le plan collectif, même avec les joueurs, je dis on ne va pas voir grande chose sur le plan collectif, mais sur le plan individuel, il y a des joueurs qui ont de la qualité. Et là, peut-être il y a une reproche pour l'équipe de Cameroun, il y a quelques joueurs qui abusent parfois avec les jeux individuels, mais sur le plan qualité individuelle, il y a de très bons joueurs. Emmanuel Marop, il se pose un problème. Le coach Ben Belgassem se plaint en tout cas du fait que les matchs des équipes olympiques ne sont pas davantage médiatisés. Ces rencontres ne sont pas assez diffusées. Du coup, il a eu du mal pour apprécier le niveau du jeu, mais encore la technique du jeu développée par la formation camerounaise qui avait, laminé le Tchad 100-0. Comment comprendre en tout cas une telle actualité? C'est-à-dire que du côté de la CAF, on n'a pas encore suffisamment travaillé à ce propos. Oui, convenez avec moi que oui, vous savez, les U23, c'est pas l'équipe senior. Donc de ce point de vue-là, il y a toujours des problèmes qui se posent. Hein. Ça se passe partout, même en Europe, voyez-vous, quand on joue les matchs de U20, etc., il n'y a pas autant de médiatisation. Donc ça n'est pas l'apanage de l'Afrique seulement. Après, voilà, il se trouve quand même que pour ce match-là contre le Cameroun, notamment Tunisiens et Camerounais ne se connaissaient pas. Voilà, ils ne s'étaient pas vus et voilà, ils n'avaient pas les vidéos, ils n'avaient pas les images. Et encore que les derniers matchs, justement, de ces deux équipes remontaient à très tard. Donc voilà, c'est des raisons comme ça qui peuvent amener peut-être à planter une rencontre. Mais après, voilà, les équipes en arrivent à se rencontrer, à se retrouver et à jouer. Moi, ce que j'ai aimé quand même chez le coach tunisien, indépendamment justement de la non-qualification, parce qu'il n'y a pas de défaite à proprement parler. Ils perdent à Yaoundé 1-0 et à Radès c'est 2-1. Ils gagnent, mais compte tenu du but marqué à l'extérieur, c'est le Cameroun qui passe. Mais moi, ce qui m'a plu, et le coach tunisien l'a bien compris, dans son effectif, il y avait 5 joueurs justement qui venaient de l'Espérance de Tunis. Il y en avait 5 autres qui venaient du club sfaxien. Et je vous le disais tantôt, quand justement il n'y a pas champion, du moins quand les internationaux ne peuvent pas se rencontrer, ben voilà, on regroupe les joueurs venant du même équipe. Ça permet la cohésion, ça permet justement d'huiler le collectif. Mais malheureusement, l'impact physique des Camerounais en première mi-temps, lors de la première manche, les en a empêchés. Non, c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas de visibilité, mais certainement la CAF va revoir ça. Et encore que quand il y a visibilité, quand vous regardez un match comme celui-là, vous souhaitez qu'il y ait une visibilité parce que retransmettre un match quand même dans les conditions où il y a du public quand même dans les vestiaires, c'est plus sympa. U17 qui n'a pas aussi de à ce moment, mais pourtant qui était quand même médiatisé. Mais convenez avec moi que justement, l'Afrique là-dessus est à la traîne. Et je pense que l'exécutif amené par Ahmad Ahmad, justement, il travaille, voyez-vous, ça fait partie justement de son leitmotiv, ça fait partie de son programme, ça fait partie de son cahier de charge. C'est-à-dire ramener le football africain justement à des catégories inférieures pour qu'il soit le plus attrayant. Vous en parliez en Tanzanie il y a quelques temps. Le Cameroun remporte une CAN DU17, ça fait pas le plein d'œufs,
etc. Parce que justement ces catégories inférieures-là ne sont pas visées. Mais ça n'est pas l'apanage. Je tiens à le rappeler de l'Afrique parce qu'en d'autres cieux, sur d'autres lieux où ça se fait mieux, généralement ça se passe comme ça. Vous verrez à la Coupe du Monde au Brésil qui commence à la fin du mois d'octobre, ça risque de ne pas faire le plein d'œuvre seulement peut-être quand U17 seulement quand la sélection va jouer. Ça se passe comme ça pour la simple raison que ceux qui se produisent ne sont pas très connus du public et c'est la raison pour laquelle lors des phases, j'allais dire des seniors, on va regarder du spectacle que produisent les Sadio Mané, etc., les Didier Drogba à leur époque parce qu'on les a vus en championnat, parce qu'on les a connus et c'est ce qui attire du monde et rien d'autre. Voilà, mais je voulais finir en rebondissant sur la Zambie. La Zambie, c'est une équipe sympa, mais ne perdons pas de vue que pour cette 3e édition, il appartenait à la Zambie d'abriter cette CAN. Mais compte tenu du désistement de la Zambie, c'est l'Égypte qui a été choisi parce que l'Égypte est le pays hôte justement de cette CAN U23 était le premier pays et le seul à présenter justement un programme assez sympa parce que la Zambie devait l'organiser. Peut-être que le fait de ne pas abriter cette CAN U23 peut-être a motivé la Zambie davantage. Pour finir, pour être complet avec la Zambie, retenons quand même, mon cher Fabrice, c'est très important que les Zambiens majoritairement jouent à domicile et il y en a même qui jouent à l'extérieur. Quand ils jouent à l'extérieur, c'est du côté de l'Afrique du Sud. Donc voilà, et quand vous avez une équipe quand même qui a les joueurs qui évoluent tous ensemble à domicile, mais ça crée la cohésion, ça fait que le collectif il est huilé et pour les catégories inférieures comme ça, généralement ça passe. Et Francis, tout à l'heure on parlait de cette hécatombe dans des sélections du Maghreb, d'Algérie passée à la trappe. On rappelle finaliste de l'édition 2015, le Maroc, mais également la Tunisie. Comprenez-vous cette échéance du football de l'Afrique du Nord, du côté de l'Afrique du Nord, plus ou moins? Je pense que c'est une petite saison qui est en train de passer de ce côté-là. Ils vont s'en remettre. Quand même, oui, ils vont s'en remettre, mais il faut rappeler que d'autres nations ont beaucoup travaillé, ont beaucoup évolué. Et c'est ce qui fait en sorte que ces équipes ont été recalées entre autres. Généralement, Emmanuel le disait, des équipes maghrébines sont toujours ensemble, se connaissent très très bien parce que évoluant dans le même championnat, excepté peut-être 3 ou 4 joueurs qui sont à l'extérieur. Sur le cas échéant, on ne peut pas dire que cela leur a probablement aidé parce que et en essuie assez de revers. Oui, effectivement. Et l'entraîneur le disait, il a voulu étudier le jeu, par exemple, du Cameroun. L'entraîneur tunisien le disait, a voulu étudier le jeu du Cameroun. Malheureusement, on n'a pas eu assez de vidéos. Ça, c'est aussi un paramètre. Mais maintenant, c'est un paramètre à 5 voire 10%, parce qu'il avait déjà vu cette équipe au match aller. C'est pour ça qu'ils ont pu gagner chez eux à Tunis. Ça veut dire qu'il a étudié quand même le jeu camerounais, ce qui n'a pas été suffisant. Malheureusement, il y a eu une erreur qui a quand même permis que le Cameroun puisse marquer ce penalty. Il faut reconnaître quand même que certaines équipes ont évolué dans le jeu. C'est vrai, la catégorie U23, c'est une catégorie un peu complexe parce que c'est tous les 4 ans. Donc ça veut dire qu'il y a une catégorie de juniors qui peut même passer sans connaître cette catégorie-là parce qu'il n'y a pas véritablement une compétition qui peut réunir les U23 et en espérant que la CAF va pouvoir revoir un peu ce programme au niveau des U23. Tous les 4 ans, c'est un peu pénible pour les entraîneurs, surtout quand on a des joueurs qui sont à 19 ans, qui vont traverser une catégorie comme ça sans toutefois connaître les U23. Il va falloir toujours recommencer. Et ceci, il va falloir donc maintenant, pour l'entraîneur des U23, commencer au niveau des U17 pour pouvoir avoir cela au niveau des U23. Donc je pense qu'au niveau des équipes comme l'Algérie, et l'Algérie, la Tunisie ou encore la Libye, ça a été un peu difficile pour ces équipes. Ouais, hyper difficile. Oui, je voulais ajouter en une minute quand même, il y a un volet pécuniaire en réalité. Je pense qu'il y a une sorte de désintéressement entre guillemets. Ça veut dire que même lorsqu'il arrive à certains pays, autant pour moi de jouer ces éliminatoires justement, il y a une sorte de désintérêt. Pourquoi en réalité? Est-ce qu'on peut être désintérêt puisqu'à la fin, à la clé, il y a quand même des places qualificatives pour aller jouer une compétition comme les Jeux Olympiques, ça ne coupe pas des rues. C'est vrai. Au finish, il faut faire partie des 8 justement et espérer faire le podium pour jouer les JO. Je suis d'accord avec vous. Mais je pense qu'il y a le volet pécunier qu'il faut mettre en exergue. Parce qu'une équipe comme un pays comme le Gabon qui a remporté en 2011, voyez-vous, la cagnotte en CFA était de 125 millions de francs CFA seulement. Convenez avec moi que les équipes maghrébines, lorsqu'elles remportent la Champions League africaine, c'est beaucoup plus onéreuse, de l'ordre de $1 million. Il faudrait d'abord que la compétition même puisse rendre
rentrer à D'accord, 7 sous. Absolument. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous dis, en termes de visibilité, donc, il y a des équipes, j'en suis certain, justement, qui vont un peu avec le pied au rabais, pour m'exprimer ainsi, compte tenu, justement, de la visibilité, compte tenu du volet pécunier aussi. Parce qu'on est rentré en plein dans le football business au niveau de la CAF. Voilà, on se comporte un peu comme l'UEFA et comme la FIFA. Et de ce point de vue-là, certaines équipes aussi, en allant là-bas, se disent, voilà, on doit ramener Je veux une bien cagnotte. vous croire, mais sauf que Donc, là, Emma, on ça court pourrait être pour les ça. places Je qualificatives suis pour les Jeux d'accord, Olympiques. ça pourrait être et ça. qui sont bien évidemment une très grande visibilité. Quand, Oui, on, mais est, sauf que ça quand n'est- on est footballeur, on sait quand même ce que cela fait pour des footballeurs africains, nigérians, camerounais, parce que seule nation va remporter cette compétition-là. Monsieur Souleymane Abdou, on va justement permettre à vous de revenir effectivement autour de notre grande thématique. Pourquoi, à votre avis, depuis 2000, date à laquelle le Cameroun, on se rappelle ces Jeux à Sydney, le Cameroun avait remporté cette médaille d'or olympique, cela traîne encore 19 ans après, on est toujours à la course pour une médaille d'or olympique? Oui, c'est pour ça que vous allez me renvoyer à vous faire comprendre que jusqu'aujourd'hui, après Iya Mohamed, il faut reconnaître que le football camerounais s'est plongé totalement dans l'anarchie, et du moment où on vit ce genre de situation et que le football est même pratiquement abandonné, c'est-à-dire les vrais acteurs même sont abandonnés, et du coup... Ça peut prendre le cas du Cameroun. Maintenant, du point de vue global, du continent africain, on est à la traîne. Après l'expérience de 96 avec le Nigeria, 2000 avec le Cameroun, c'est vrai qu'en 2016, si mes souvenirs sont exacts, quand même le Nigeria est finaliste de ces Jeux Olympiques. Je crois que c'était face à l'Argentine, si mes notes sont assez exactes. Mais depuis, on court après une médaille d'or olympique. Est-ce à dire que le football jeune n'est pas véritablement au niveau du football sud-américain, nord-américain ou alors européen? Non, il faut reconnaître justement qu'au niveau de l'Amérique du Sud aujourd'hui, lorsque vous allez vous rendre compte que la plupart des jeunes footballeurs qui émergent dans les championnats, peut-être comme en Espagne, en Italie, en France, lorsque vous allez voir que le grand nombre âgés moins de 18 ans, moins de 19 ans sont des Sud-Américains. Donc vous ne pouvez pas, c'est pour dire que au niveau de l'Amérique du Sud, pratiquement lorsqu'on a 5 ans, on commence à taper sur un ballon, on grandit avec, et puis à 15 ans, 16 ans, on peut déjà pratiquement jouer même avec les plus grands. Et ça fait à ce que lorsque vous mettez peut-être un jeune de 17 ans, un jeune Brésilien de 17 ans face à un jeune Camerounais de 17 ans, sincèrement, ça va être très difficile, parce qu'il faut même déjà reconnaître chez nous que dans la plupart des temps, lorsqu'on vous présente un jeune qui a 17 ans, il faut encore vérifier, entre guillemets, comme on dit souvent. Or, alors que c'est de ce côté, ça se joue réellement avec... On va remettre en doute ici les aides de ces joueurs. On rappelle effectivement que grâce à l'IRM, on est justement fixé sur les aides de ces joueurs. Rappelons effectivement qu'en 2016, c'était le Brésil face au Nigeria. Merci pour cette précision. Moi, je voulais apporter peut-être un peu précis. C'est très important pour apporter un élément de réponse à votre question. C'est que ne perdez pas de vue qu'il y a quelques années encore, les Jeux Olympiques n'intéressaient pas justement, j'allais dire, les joueurs capés, les joueurs de renom. Mais ils commencent à comprendre justement, et ça coïncide avec le Nigeria qui remporte en 96 à Atlanta et le Cameroun. Mais les autres nations commencent à se dire, mais non, ok, les JO justement que nous marginalisions, que nous négligions depuis, il faudrait justement qu'on y aille. Vous voyez au Brésil avec Neymar en 2016 à domicile. Donc ils sont obligés de mettre l'artillerie lourde. Et c'est d'autant plus qu'il y a pas mal de joueurs maintenant qui ont moins de 22 ans, qui jouent dans les championnats UP, qui sont des joueurs balèzes, connus de renom. L'exemple le plus patent en France, c'est celui de Mbappé, etc. D'abord, je vous prends un exemple. S'il fallait que l'équipe de France, justement, s'amène aux Jeux Olympiques maintenant, convenez avec moi que l'équipe de France aurait quasiment la colonne vertébrale des titulaires qui sont chez les A. Parce qu'ils ont l'âge requis et ils jouent dans les championnats UP. Et autre chose, ils forment déjà une famille et ils ont une sorte de cohésion. Donc, c'est ce qui amène donc justement les grandes nations, entre guillemets, comme le Brésil, etc., et toutes les grosses nations, à faire des résultats aux Jeux Olympiques parce qu'ils ont compris le bien fondé avant les Jeux Olympiques ne les intéressait pas. Je pense que c'est l'une des raisons. Et autre chose, pourquoi ça réussit en Afrique?
Afrique de l'Ouest. C'est très important. Souley l'a dit maintenant, des thèmes qui lui sont chers. Mais la réussite provient du fait qu'à un moment donné, dès les pupilles, dès les cadets, on fait en sorte que justement, ces mêmes gamins mis ensemble depuis les pupilles se retrouvent ensemble chez les catégories inférieures jusqu'à chez les A. Et du coup, c'est ce qui fait la différence parce qu'il y a une cohésion, parce qu'il y a une joint venture, parce qu'il y a une vie de famille. Et retrouver sur un terrain de football dans le grand rectangle, ils font des résultats. Et cela devrait amener toutes les sélections justement africaines des catégories inférieures à se comporter comme telles. Si d'aventure on commence à se comporter de la sorte, je pense que les résultats probants justement risquent d'envahir l'Afrique. Mais après, convenons aussi que les autres nations commencent à s'intéresser à l'or olympique parlant de football. Et du coup, les Africains sont un peu à la traîne. Je pense que c'est les raisons qui font que l'Afrique, de manière globale maintenant, ne soit plus, j'allais dire, au sommet de l'Olympe du football mondial. Francis, on rappelle tout à l'heure le cas du Nigeria qui est déjà passé par toutes les émotions dans le cas de cette grande compétition, les Jeux Olympiques, puisque médaille d'or, médaille d'argent, mais également médaille de bronze en 2016. Est-ce qu'il faudrait davantage attendre que ce Nigeria-là puisse véritablement faire la sensation du côté de Tokyo? Effectivement, mais il faudrait déjà se qualifier pour Tokyo. Et ça passe par la Coupe d'Afrique qui aura lieu du côté de l'Égypte. Maintenant, le Nigeria, médaille de bronze, médaille d'argent, ce n'est pas une surprise. Ça ne peut pas être une surprise, c'est même une grosse déception pour eux parce qu'ils ont déjà connu de l'or, ils ont connu le bronze, ils ont connu l'argent. Donc, ils voudront à tout moment avoir toujours de l'or. Ça sera plutôt une déception pour cette équipe si elle arrivait aujourd'hui à sortir, pourquoi pas, en demi-finale de ces Jeux Olympiques. Revenons par exemple sur le cas du Cameroun qu'on est en train de parler tantôt, ou bien sur le cas global. Mais au Cameroun aujourd'hui, sincèrement, il faut le dire, on n'a plus de véritable talent. Quand un enfant s'est déjà tapé au ballon, il jongle deux fois, il jongle deux fois. Demain, oui, il jongle deux fois, mais aujourd'hui, on a un championnat camerounais. Vous pouvez me dire combien de joueurs c'est un brassage des joueurs nationaux et internationaux. Vous pouvez me dire combien de joueurs ont signé aujourd'hui quittant du championnat camerounais pour un grand club en Europe? C'est difficile. C'est difficile parce que Ganago, Ganago, il sort d'un bon centre de formation. Malheureusement, il n'est pas passé par notre championnat camerounais. Il est passé par une école de foot qui est quand même reconnue. Aujourd'hui, on a des centres de formation qui pleuvent de partout. On a des écoles de formation de partout. Quand vous arrivez au Sénégal ou bien encore au Mali, vous avez un centre de formation comme Diamba qui est quand même bien huppé, il y a de l'encadrement, des joueurs sont suivis. Un joueur qui évolue au Diamba va se retrouver peut-être demain au FC Metz ou bien du côté de Lille. Il y a une projection, il y a quand même un processus pour retrouver ce club. Mais aujourd'hui au Cameroun, c'est très compliqué de trouver encore une perle rare. Vous allez voir un joueur qui sort meilleur joueur de notre championnat du Cameroun se retrouver en deuxième division en Roumanie. C'est compliqué. C'est pour dire que quand même, il faudrait revoir le football à la base, revoir quand même les tactiques, la formation même de ces encadreurs. Aujourd'hui, on voit des encadreurs, ils entrent à un stage, ils font une semaine, ils ressortent et on vous dit qu'ils sont déjà tapés, ils peuvent former des joueurs. C'est quand même un gros problème pour notre football, en espérant que demain ou après-demain, les choses changent pour qu'on puisse avoir une équipe quand même solide au niveau des U23. Côté Nigeria, quand même, il y a cette grosse constellation, en tout cas une constellation de jeunes joueurs qui montent en puissance. Il y a le jeune Victor Osimhen qui évolue du côté de la Roumanie, qui a pratiquement 20 ans au Charleroi FC. Il y a Henri Onyekuru, 22 ans, Galatasaray, mais également le tout jeune bordelais de 21 ans, Samuel Kalou, sans oublier effectivement la nouvelle pépite du côté de Lille en France, qui aurait véritablement remplacé de façon beaucoup plus efficace, on va dire, le joueur Nicolas Pepe. Alors, ce Nigeria-là, à votre avis, Souleymane Abdou, même si Francis a dit tout à l'heure, il faudra d'abord battre le cap ou alors réussir, on va dire, le test égyptien, vous semble
mieux lotis, mieux préparés pour aller effectivement faire une très bonne compétition? Oui, je pense que au vu de la rencontre du Nigeria face au Soudan, qui a été comme une surprise, parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que le Soudan qui est sorti n'a pas démérité lorsqu'on regarde le match qui a opposé le Soudan au Nigeria. Et je pense que sur ce match, le Nigeria va avoir comme un sursaut d'orgueil à se dire: ah tiens, on avait l'impression qu'on avait gagné la bataille sans l'avoir livrée. Donc, je pense que le Nigeria va aller du côté de l'Égypte avec une préparation plus accentuée. Et à partir de là, je pense que s'ils obtiennent cette qualification, ils auront à cœur de tout faire pour, même s'ils n'arrivent pas au niveau de l'or, ne serait-ce que de reprendre le bronze ou bien l'argent. Oui. Alors, Emma, on va vraiment sortir autour de cette première thématique avant de parler effectivement des Lions indomptables du Cameroun. Il faudra attendre l'or à Tokyo 2020 pour le continent africain? L'or de manière globale, il faut déjà que nous connaissions nos 10 ambassadeurs, voyez-vous, à l'issue de cette CAN U23. Mais le Nigeria, quand même, partirait favori pour la qualif pour Tokyo, ce d'autant plus que pour cette 3e édition, ils en seraient à leur 3e participation. D'ailleurs, ils sont comme l'Égypte ou comme l'Afrique du Sud, c'est les équipes constantes quand même. Voilà, parlant de la CAN, des U23, et de ce point de vue-là, ils ont un facteur plus, c'est qu'ils ont de l'expérience. Et en plus de ça, vous rappeliez les joueurs qui composent cette sélection U23, il y en a qui viennent d'horizons divers, notamment en Europe, qui est pour moi la Mecque du football mondial. Donc ils viennent avec cette rigueur tactique, ils viennent avec surtout ce fighting spirit aussi, ne perdons pas de ça de vue, parce que la différence justement entre les jeunes joueurs en Afrique et ceux de l'Europe se fait au niveau de la tactique. Et quand vous avez des joueurs de 20 ans déjà qui jouent dans des équipes comme Bordeaux, etc., donc ils se moulent à la tactique et résultat, quand ils se retrouvent en sélection et qu'ils soient un peu assidus, ça peut marcher. Non, le Nigeria, on peut compter avec, mais pourquoi pas le Cameroun aussi, qui en est au demeurant à sa première participation. Absolument. En 3 éditions, le Cameroun, le Cameroun se qualifie pour la première fois. Le Ghana aussi se qualifie pour la première fois. On ne peut pas exclure les Ghanéens, les Black Stars, qui au demeurant, il le disait, voilà, le frangin, ils ont cette culture-là. Mais en réalité, pour faire simple, la différence entre, j'allais dire, les coins d'Afrique, parlant du football, se fait au niveau des partenariats. Parce que quand il parle de Djambar, il fait bien de le mentionner, mais Djambar a un partenariat avec le FC Metz qui, si j'ai bonne mémoire, tire à sa fin. Peut-être qu'il va falloir le renouveler. Et de ce point de vue-là, quand c'est bien fait, quand la fondation elle est bien faite, on peut parfaire la formation du côté de Metz avec les entraîneurs UP. Et résultat des courses, quand on y va très vite, très jeune, ben, il est certain que certaines sélections en catégorie inférieure sont balèzes. Donc c'est ça l'exemple à suivre. Non, on peut compter sur le Nigeria pour faire ça, pour répondre à votre question. On peut compter sur l'Afrique du Sud aussi, pourquoi pas, qui en est à sa 3e participation. On peut compter sur des équipes comme le Ghana, le Cameroun, qui en sont à leur première participation, l'essentiel étant de bien préparer. Et maintenant, on connaît la date, on n'attend plus que le tirage au sort. Et dès le tirage au sort des groupes, ben voilà, la CAN U23 sera lancée. Et autre chose, on aurait terminé, je parlais de cagnotte maintenant, 125 millions de francs CFA en 2011 quand le Gabon remportait, quasiment la même cagnotte, celle-ci semble être doublée. Donc c'est c'est un facteur motivateur de plus que la cagnotte soit multipliée pour espérer que les équipes se saignent après. L'important étant de bien représenter l'Afrique à Tokyo. On l'espère bien. Mais avant ça, il faut passer par la case CAN 2023. Oui, Francis. Oui, il faut rappeler quand même que les équipes nationales U23 qui comptent sur les joueurs professionnels, ça va aussi être la problématique de cette compétition. Vous savez qu'en novembre, les clubs ne pourront pas, certains clubs ne pourront pas libérer ces joueurs professionnels parce que ça sera sur une longue durée. Même s'il y a une période FIFA, c'est quand même une compétition de 2 semaines et il faut faire une préparation de la compétition. Donc ça va être un gros souci pour certaines nations, il faut le mentionner. Et c'est pourquoi on prie vraiment pour que le championnat camerounais puisse démarrer, pour que l'entraîneur national commence la détection au niveau national pour pouvoir quand même avoir un noyau dur et pouvoir compléter avec ceux-là que les clubs européens pourront libérer. Voilà, qui est donc un peu plus clair autour de cette grande thématique. En tout cas, nous, on y sera fixé dans les jours à venir pendant cette Coupe d'Afrique des Nations. On y sera d'ailleurs aussi. Naturellement, du côté de l'Égypte. Monsieur, seconde thématique ce soir qui nous amène tout droit du côté du Cameroun. Oui, parce qu'on parlera
de cette équipe du Cameroun avec naturellement cette problématique. Quel profil donc pour le nouvel entraîneur qui est d'ores et déjà assez attendu? Des corbettes, des réunions et toutes formes de concertation font désormais en tout cas sont au rendez-vous du côté de Tinga, mais également du côté du ministère des Sports pour tenter de voir qui va remplacer dans le tandem néerlandais qui avait donc été botté en touche au lendemain de la débâcle égyptienne. On va prendre cet autre élément de la rédaction centrale d'Africa Foot. On revient derrière pour en parler. Après le limogeage depuis le mois de juillet du tandem néerlandais composé de Seedorf et Patrick Kluivert, les consultations vont bon train sur l'identité du nouvel entraîneur des Lions indomptables du Cameroun. Il y a quelques jours seulement, le président de la Fédération camerounaise de football précisait sur son compte Twitter que les équipes s'activent en vue de la succession de l'entraîneur néerlandais. Depuis lors, des noms ne cessent d'être évoqués. Pour l'opinion nationale, le temps est choisi pour la Fédération de choisir enfin un entraîneur local, du moins de nationalité camerounaise, qui conduira le pays à la CAN 2021 à domicile et à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Seulement, cette piste ne semble véritablement pas être la panacée des autorités en charge du football camerounais qui sont, dira-t-on, bons payeurs de la qualité venue d'ailleurs. Ainsi, depuis quelques heures, la presse camerounaise semble être sur la piste de Ludovic Giuly. En effet, selon le site lionsindomptables.com, Ludovic Giuly proposé au Cameroun. Après avoir stoppé sa carrière professionnelle en 2013 et malgré quelques piges dans le monde amateur, Ludovic Giuly, 43 ans, prépare petit à petit sa reconversion. Après avoir validé son diplôme d'entraîneur en Espagne, l'ex-international français, 17 sélections, 3 buts, vient tout juste d'être nommé entraîneur adjoint de la réserve de l'AS Monaco, où il a évolué de 1998 à 2004. Mais l'ancien joueur de poche, 1,64 m, aurait pu prendre les commandes d'une sélection nationale selon les informations de France Football. En effet, il aura été proposé à plusieurs nations africaines, le Cameroun, l'Ouganda, la Guinée, le Rwanda, la Tanzanie, le Burundi, le Zimbabwe et la Namibie. Allez, merci finalement la rédaction centrale d'Africa Foot, effectivement par l'intermédiaire de Manuel Asiké pour cet élément donc sur le profil du nouvel entraîneur au sein des Lions indomptables du Cameroun, Emmanuel Marop. On en parle depuis quasiment très longtemps, en tout cas depuis la débâcle des Lions du côté de l'Égypte. Francis Bakapa et autres, vous y étiez du côté de l'Égypte, vous avez vu de près, de visu en tout cas ce qui s'est passé. Du moins, Emma, quel profil à votre avis aujourd'hui alors que la presse nationale camerounaise semble désormais avoir une piste? On parle de Ludovic Giuly qui sera effectivement contacté pour venir prendre en charge de la sélection des Lions indomptables du Cameroun. Il vient de passer ses diplômes, Ludo, et on va lui faire du Sabri Lamouchi, c'est d'aventure lui donner l'équipe nationale. Vous savez, Sabri c'était pareil, hein, à peine il passe ce diplôme qu'on lui confie la Côte d'Ivoire, mais on connaît le résultat. Non, honnêtement, Ludo, j'ai rien contre lui. Il a remporté la Champions League d'ailleurs avec Samuel Eto'o, je crois que c'était en 2006 du côté du Stade de France. Il a écrit son nom en lettres d'or, je vais le dire comme ça. C'est vrai, même s'il n'a pas remporté la Champions avec Monaco en 2004. Honnêtement, mais voilà, que d'entrée de jeu, qu'on lui confie la sélection du Cameroun qui au demeurant est un label, je pense non, moi je m'inscrirai en faute tout de suite, même si d'aucuns vont me répondre en disant ok, les Claude Leroy, quand ils prenaient la sélection du Cameroun, ils n'avaient pas de nom et c'était des no-names. D'ailleurs, tous ceux qui ont pris la sélection du Cameroun étaient des no-names. Grâce au Cameroun, grâce aux Lions indomptables, ils se sont fait un nom, c'est vrai, mais il ne faudrait pas quand même qu'à l'ère du 21e siècle, à l'ère des NTIC justement, qu'on continue comme ça côté camerounais. Voilà, mais moi je parierais beaucoup plus, hein, c'est mon point de vue, pour un entraîneur local à qui on donnerait justement, j'allais dire, les mêmes avantages qu'à un expatrié, justement, parce qu'au 21e siècle, on ne peut plus, à l'heure où il y a de brillants journalistes comme vous, à l'heure où il y a des consultants UP, à l'heure où il y a, voilà, les Africains en interne commencent à montrer en dehors et dans le foot des prouesses, voyez-vous, il est hors de question qu'on en soit encore à confier justement nos sélections aux expatriés. Ça, c'est mon point de vue, mais ne perdons pas de vue aussi que du côté du Cameroun, de nos frères camerounais, ça se passe que c'est un problème qu'on regarde en interne, ça ne dépend pas que de la fédération. Donc du coup, c'est problématique. Donc pour des raisons diverses, peut-être on a besoin d'un entraîneur expatrié, mais moi, mon profil idéal, ce serait justement un entraîneur local à qui on donnerait les mêmes avantages, un entraîneur local qui surtout a roulé sa bosse comme footballeur. Et il y en a plein au Cameroun, Patrick Madjimboma, Rigobert Son même qui a qualifié les U23, etc.
dira, il y a pas mal de noms ronflants quand même comme ça, qui ont écrit en lettres d'or leur nom tant sur le plan continental que sur le plan international. Et de ce point de vue-là, qu'on leur donne les moyens, qu'on les recycle, qu'on leur donne des sélections avec tout ce qui va avec pour espérer justement qu'ils fassent des résultats. Parce que personne ne connaît mieux un joueur camerounais qu'un sélectionneur camerounais qui puisé à de l'expérience. Sauf si, même comme ils n'ont pas toujours réussi avec cette sélection, Jules Nyonga qui est celui qui a le plus, qui a mis véritablement long sur ce chemin de touche depuis 94 en 94-96 et également il était revenu je crois en 2017, 2006-2007 effectivement Jules Nyonga. Alors avant peut-être de revenir sur la problème pour voir effectivement si l'on pourrait trouver ailleurs, trouver meilleur sur le plan local. Souleymane Abdou, aujourd'hui il y a ce nom qui est véritablement sur toutes les rédactions du côté de la presse nationale camerounaise. On parle de Ludovic Joly pour véritablement venir prendre la tête d'encadrement technique des Lions indomptables du Cameroun. Je m'inscris en faux en ce qui concerne l'arrivée de Ludo au Cameroun parce que... On n'a pas dit qu'il arriverait, mais il y a eu des consultations et son nom a été cité. Non, quand je dis je m'inscris en faux, c'est pour dire que je m'oppose. Je n'ai même pas besoin d'entrer dans les détails, mais moi je dis, on a déjà cette réalité. Lorsque Clarence est arrivé au Cameroun, nous étions parmi ceux-là qui s'opposaient déjà, mais on nous a fait savoir que non, ils ont été des super ingénieurs, je ne sais pas quoi, joueurs dans leur carrière, mais sauf que ça n'avait rien à voir avec l'entraînement. Et il faut qu'au Cameroun, qu'on arrête de faire la prestigitation. Lorsque Emmanuel dit qu'il y avait des Camerounais, qu'il y a des Camerounais qui ont l'habitude de dire Claude Leroy est arrivé, il avait quel niveau, mais en réalité, même si Claude Leroy était un non-name au niveau du Cameroun, mais il faut dire que Claude Leroy a pris le temps de faire ses classes en tant qu'entraîneur dans les clubs au niveau de l'Europe, et ça veut dire que par rapport à l'expérience en tant qu'entraîneur sur le banc de touche, il l'avait. Maintenant, peut-être que le nom ou bien remporter des titres un peu plus célèbres, c'est ça qui manquait à Claude Leroy. Et le Cameroun a permis à Claude Leroy de remporter ces titres-là. Maintenant que vous sortez, à peine vous avez eu votre diplôme, comme Francis disait, on ne sait pas si c'est dans les mêmes conditions qu'au Cameroun où on passe une semaine juste parce que Ludo a été ballon d'or dans sa carrière de footballeur et qu'aujourd'hui on pense que à peine qu'on a obtenu un diplôme après une semaine de formation donne le droit de venir prendre l'équipe du Cameroun en otage. Je dis non. Et en plus, on n'a pas un contrat avec les Néerlandais pour qu'on nous dise que si l'autre est parti, il faut que l'autre revienne. Sauf que les Français, hein. D'accord. Francis, d'aucuns sont en tout cas d'avis sur ce plateau qu'il faille peut-être qu'on aille sur la piste d'un entraîneur local, du moins d'un entraîneur de nationalité camerounaise, mais tous ceux qui se sont succédés, hormis M. Akono, avec naturellement l'équipe des U23, c'était l'équipe olympique en 2000, ont presque tous échoué. Jean Mangongeni en 93-94, c'est quasiment des stats mitigés. Léonard Seki en 94, justement, Jules Nyonga en 94-96. Le même Jules est revenu en 2006-2007. On se rappelle effectivement que c'est à son époque, je crois, en 2006, l'équipe manque la qualif pour le mondial 2006 en Allemagne. Il y a 2001 avec Jean-Paul Akono. Bref, tous les entraîneurs locaux qui se sont suicidés n'ont pas toujours eu des résultats assez satisfaisants. Qui est entraîneur local? Moi, je n'en connais vraiment pas. Je ne sais pas si l'équipe nationale du Cameroun, ces entraîneurs sont seulement faits pour entraîner les Lions indomptables. Aujourd'hui, parce qu'ils ne font pas la preuve ailleurs. Aujourd'hui, il y a la Guinée qui a lancé un appel d'offres. Je n'ai vu aucun nom d'un entraîneur camerounais. J'ai vu un Florent Ibengue qui était en RDC postuler. J'ai vu les Ivoiriens postuler, mais je n'ai pas vu de Camerounais. Mais quand il s'agit de Lions indomptables, c'est où vous comprenez qu'on a même des Camerounais qui sont entraîneurs en Nouvelle-Calédonie, en Papouasie, au Pakistan, qui veulent entraîner les Lions indomptables. Je pense qu'aujourd'hui, on a montré que le Cameroun, c'est la poubelle où tout le monde peut venir déposer son dossier et dire que on voilà, je vais entraîner... C'est la poubelle, Francis. Non, vraiment, on ne dira pas que c'est la poubelle. Il faut le dire. Non, il faut le dire. Généralement, la majorité de ceux-là qui veulent même entraîner l'équipe nationale
n'arrivent pas à prendre une équipe même locale pour pouvoir les entraîner. On parle de Julianga, on parle de Tongompile, qui, depuis que je suis le foot, j'ai jamais suivi que Tongompile a entraîné une équipe, une équipe locale, mais toujours dans les équipes nationales. C'est difficile. Il y a quand même l'exemple Bellinga qui a fait très bonnes choses. Effectivement, lui par contre, je crois qu'il a fait assez de preuves, que ce soit en club, catégorie jeune. Il est arrivé chez les A. Il y a eu un processus avec Alexandre Bellinga. Aujourd'hui, il a décidé de ne plus vouloir entraîner parce qu'il avait dit si on le confirmait encore comme intérimaire, sans le confirmer comme principal, lui, il va arrêter les entraînements. Et je pense qu'aujourd'hui, c'était quand même l'un des profils qu'on pouvait choisir pour entraîner les Lions indomptables. On parle aujourd'hui de Ludovic Djouli qui veut venir entraîner les Lions indomptables. Quand je parle de poubelle, c'est pour dire que voilà, quelqu'un qui, à peine il a terminé ses diplômes, il a suivi qu'au Cameroun, il n'y a pas d'entraîneur. Et comme le Cameroun, c'est la poubelle, on accepte tout. On ne dira pas cela. On dira il vient au Cameroun. On ne dira pas cela, Francis. On a eu Pierre Lechantre, champion d'Afrique du Cameroun. On a eu Claude Leroy. On a eu Hugo Bros, entraîneur, champion d'Afrique. Je pense que personne ne les connaissait avant qu'ils n'arrivent au Cameroun, mais ils nous ont donné des titres. Ils ont bâti des équipes qui ont montré quand même de bonnes choses durant les compétitions. Ce ne sont toujours pas les gros noms. Aujourd'hui, on a quand même Didier Deschamps en France qui a prouvé en club comme entraîneur qui peut entraîner l'équipe nationale. On a vu à Monaco, on a vu à la Juventus de Turin. Aujourd'hui, on voit en équipe de France. On voit Zidane aujourd'hui avec le Real de Madrid. Mais ce n'est pas tous les anciens footballeurs qui sont appelés à être des bons entraîneurs. Malheureusement, Clarence Seedorf est passé à côté. Qui peut nous prouver que Ludovic Djouli va réussir? On ne sait pas. S'il faille qu'on lui donne une chance, tant mieux. On espère que ça va aller pour le bien du football camerounais. Alors, on n'est pas en train de faire peut-être aussi le procès des entraîneurs locaux, mais il y a, les faits sont sacrés. On voit très moins ces entraîneurs effectivement se mouvoir sur la scène continentale. On aurait souhaité effectivement, comme a dit Francis tout à l'heure, qu'on puisse voir les entraîneurs camerounais aller effectivement bousculer dans les autres sélections, même dans les clubs du côté du continent africain. Est-ce que pour eux, l'équipe nationale serait leur véritable chasse gardée, même si ça leur échappe tout le temps? Ça pourrait être ça, vous savez, c'est une vitrine, hein, c'est une visibilité. Et puis les Lions indomptables, c'est un label, c'est une marque déposée, compte tenu justement de l'historicité tant sur le plan continental que mondial. Après, ce serait super sympa sur le plan de la visibilité justement que vous soyez sélectionneur. La preuve, tous les sélectionneurs qui sont passés à la tête des Lions indomptables, avec ou sans résultat justement, se sont fait un nom en bien comme en mal. Voyez-vous, c'est compréhensible. Mais après, convenez avec moi que si certains entraîneurs camerounais ne vont pas postuler, il y en a quand même qui l'ont été. Jean-Paul Akono à un moment donné avec les Sao du Tchad, etc. Voilà, il y en a pas mal qui ont fait les résultats du côté du Congo, du côté de la Tanzanie aussi. Il y a les entraîneurs qui ont monté justement, qui ont passé par Marius Somo, par Renaissance du Tchad, il a fait des titres là-bas. C'est les entraîneurs qu'on ne connaît pas. Après, c'est pas quand même tout le monde qui ira postuler du côté de l'extérieur, convenez avec moi. Je voulais quand même rajouter qu'en dehors de Magnus, comme on l'appelle, Jean-Paul Akono, qui remporte brillamment les Jeux Olympiques de Sydney 2000, il y a les entraîneurs comme Manga Ongene, qui avec les juniors, on en parlait tout à l'heure de ces catégories-là inférieures, qui a remporté la Coupe d'Afrique 1995 au Nigeria avec la catégorie junior des Lions indomptables. Et c'est cette cuvée-là, justement, une bonne partie qui s'est retrouvée en Afrique du Sud un an après, en 1996, même si les Lions indomptables ne s'y étaient pas bien comportés. Voyez-vous, éliminés au premier tour avec François Omambi comme capitaine, etc., les William Andem dans les buts, la bande des Essan Vondor, et c'était même le baptême du feu des Pierre Oumélène, des Jérémy Ditab, justement, qui par la suite ont fait d'excellentissimes résultats avec les Lions indomptables. Non, je pense qu'on est à l'ère où, je pense, personnellement, vraiment ça n'engage que moi, où les Camerounais, les Africains de manière générale, mais puisqu'on parle des Lions indomptables de nos frères Camerounais, on en parle, on trouve des journalistes brillants, on trouve des commentateurs brillants, on est là dans le foot, vraiment, je ne voudrais même pas sortir, je veux même pas faire une digression pour sortir du foot, parce que les Camerounais sont brillants ailleurs, mais parlant du foot, un métier annexe et connexe, il est des Camerounais qui brillent. Voilà, je vous ferai remarquer que le meilleur jardinier, justement, en termes de pelouse en France, il est Camerounais, c'est la pelouse de Rennes.
stade de la Route de l'Orient, voyez-vous, donc du stade de Rennes, voilà, un jardinier qui est super sympa. Il est reconnu comme tel. Donc, pris même dans le cadre du foot, il est inconcevable, justement, qu'au XXIe siècle, qu'on en soit à chercher à l'extérieur. Évidemment, je l'ai dit ici, il m'a rejoint là-dessus. Tous les entraîneurs qui ont succédé, qui sont passés à la tête des Lions indomptables, au départ, n'avaient pas de nom, mais on les a aidés à avoir un nom. Mais comment est-ce qu'on les a aidés, justement, en leur mettant les moyens? Mais il suffit de le faire pour un Camerounais. Le Cameroun, on en parlait, j'en ai terminé par là, ne s'était jamais qualifié pour une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations U23. Rigobertson l'a fait dans les conditions que l'on sait. Un ramassis de joueurs, 3-4 jours de mis ensemble, ils font le résultat à Yaoundé, ils vont assurer l'essentiel à Radès, à Tunis pour la qualif. C'est un résultat probant. Donc je pense que ça avait été un expatrié qu'on l'aurait porté en triomphe. Qu'on l'aurait porté en triomphe. Portons les nationaux, que les Camerounais portent les nationaux en triomphe, qu'ils leur mettent les moyens, Alexandre Belinga, etc., Johnny Rep, on en parlerait des nuits entières ici, et permettons-leur, à tous d'ailleurs, hommes de médias, etc., balisons-leur le chemin, ils vont faire des techniques. C'est pas sorcier. C'est pas sorcier, donc merci pour votre conclusion, Emma. On va dire un dernier mot peut-être avant d'aller retrouver nos amis au téléphone pour effectivement avoir leur point de vue autour de cette grande thématique. Souleymane Abdou, est-ce que quand on a écouté cela, on a envie de dire que le problème n'est pas peut-être aussi la matière qu'on a sur place, peut-être le problème viendra ailleurs? Pourquoi est-ce que ces entraîneurs locaux ne réussissent pas toujours à la tête de cette équipe nationale du Cameroun? Ils sont nombreux à s'être suicidés à la tête des Lions indomptables du Cameroun, toujours le même résultat, même si je ne dirais pas piètre, mais il n'y a pas de trophée à la limite. Oui, justement, lorsque l'organisation est mauvaise, c'est normal que ces entraîneurs locaux puissent se retrouver toujours à produire de ce qu'on vit. Ont-ils toujours les mains libres pour agir en toute justement, liberté? je voulais en venir, Fabrice. Je vais prendre le cas récent, peut-être avec l'entraîneur, par exemple, des Lions seniors. Vous avez un entraîneur qui doit livrer un match. C'est à moins 3 jours, 4 jours, au fait, par là, de la rencontre, qu'il regroupe à titre privé. Ça dit même pas officiellement, parce qu'il faut le dire. Et à ses propres frais, il paye même le taxi à certaines filles pour venir au regroupement. C'est à moins 2 jours du match que la fédération se met dans cette symbiose. Et puis, on va en Éthiopie, on fait un résultat d'un but partout. Et beaucoup de Camerounais trouvent que c'est le coach le problème, alors que forcément, l'Éthiopie qui est en face, comme disait Francis, pendant que le Cameroun dort sur le plan de la préparation, l'Éthiopie, qui était peut-être une petite nation hier, met les moyens pour préparer. Je vous rappelle, les filles éthiopiennes qui ont joué face au Cameroun, c'est ces filles qui étaient ici en 2017 avec les cadets, donc qui ont permis faciliter la qualification, leur premier match qualificatif avant d'aller rencontrer l'Égypte. C'est ces mêmes filles qui, 3 ans après, se retrouvent chez les seniors pour dire qu'il y a comme cette ascendance-là qui a permis à ce que ces filles et même donnent de la valeur et même du ton, et l'entraîneur profite. Et ça continue, parce que la RDC qu'on va rencontrer est déjà entrée en stage officiellement, pendant que chez nous, l'entraîneur est en stage en externe. Le problème est à quel niveau? Est-ce que au niveau de l'organisation, au niveau de l'organisation. Parce qu'aujourd'hui, même si on donne la sélection, même si on donne la sélection nationale masculine à un entraîneur local, il va échouer, parce qu'il y aura toujours des bâtons dans les roues de ces mêmes personnes qui l'ont nominé, qui ont mis cet entraîneur à cette place, jugeant qu'il avait le niveau, mais en appelant, en disant que non, il faut appeler tel, il faut mettre tel, l'entraîneur n'aura plus les mêmes livres, il n'aura plus dans les mêmes conditions. Et même quand on dit l'entraîneur doit être charismatique, à un moment, l'entraîneur ne pourra plus avoir ce charisme, parce qu'il y a tellement de personnes à côté qui viennent dire, voilà, si tu ne fais pas, nous on va t'enlever, et il est obligé de céder. Donc, c'est un peu difficile dans ces conditions-là. Oui, je disais, Fabrice, après la suite de Francis, que plus grave, vous avez un entraîneur qui n'a même pas terminé son contrat au Cameroun, mais qui avait déjà empoché près de 800 millions de francs. Mais l'entraîneur local, lorsqu'on le recrute,
Il n'a même pas de contrat. Il faut dire que tous ces entraîneurs n'ont pas de contrat lorsqu'il s'agit des entraîneurs locaux. Et voilà tout ce problème. Vous allez voir un entraîneur local. Parce qu'il y a également du cas Paul Akono qui, après sa maladie, revenait. Justement, c'est moins il s'est retrouvé obligé de passer par les médias pour interpeller la tutelle, la présence, et que le ministre et le Premier ministère donnent l'ordre pour qu'on paye ses factures. C'est donc là le problème des entraîneurs locaux. Vous avez un exemple palpable. Vous vous rendez compte que nos Lions juniors qui viennent qui sont rentrés du côté de Rabat avec des Jeux africains du côté de Rabat. Est-ce que vous savez qu'au départ, ça c'est un secret exclusif Africa Foot, la fédération avait même au départ refusé d'affilier ses filles dans cette compétition parce que la fédération jugeait que ça ne servait à rien de gaspiller même pour payer ses billets d'avion. La fédération n'a même pas voulu, je vous dis de source sûre. Ça fait donc que le président de la fédération se retrouve à Rabat lorsque les filles se qualifient pour les demi-finales et il tient un discours ne sachant pas que les murs ont les oreilles, où il dit vraiment, je m'en excuse. Il a dit au vestiaire, devant ces fillettes-là, que je m'en excuse parce qu'au départ, on a failli perdre quelque chose. J'ai même failli ne pas affiler cette équipe parce que je doutais des compétences. Mais voilà, les entraîneurs avaient moins de préparation et avec tout ce qui s'est passé, vous savez combien ces entraîneurs ont eu? Moins d'1 million de francs, où on coupait 11% même sur les moins d'1 million de francs qu'on a donné pour toute la compétition, alors qu'ailleurs le Nigeria en face, je vous dis, était à 6 millions de francs par jour rien que pour cette finale, sans attendre, sans regarder la cagnotte qui a été versée. Qui a été versée. Alors, Emma, va définitivement sortir peut-être autour de cette grande thématique avant de parler naturellement de la Ligue de football au sein du côté du Cameroun. Alors, Emma, pourquoi ça traîne la nomination d'un nouvel entraîneur du côté du Cameroun? On a quand même cette Coupe d'Afrique 2021 en ligne de mire. On a cette période FIFA qui a été complètement zappée, permettez l'expression, du côté du Cameroun. Pourtant, les autres nations en ont justement profité. Pourquoi ça traîne? Tout simplement parce que les habitudes camerounaises sont telles que pour nommer un sélectionneur, je le disais tantôt, ça ne dépend pas que de la fédération, ça ne dépend pas que du ministère, ça dépend aussi justement du premier sportif camerounais, si je puis m'exprimer ainsi. Donc c'est peut-être compréhensible compte tenu du fait qu'en réalité, quand les Lions indomptables sont en compétition, voilà, il s'agit, les Lions justement sont rémunérés, je vais le dire comme ça, par le contribuable camerounais. Et de ce point de vue-là, on comprendrait volontiers qu'en très haut lieu, justement, qu'on ait l'œil sur les Lions. Et pour avoir un œil sur les Lions, il faut justement avoir l'œil sur le maestro, sur celui qui bat la mesure, sur le banc de touche. C'est pour cela que ça traîne. Parce qu'après, c'est un jeu d'intérêt, c'est un lobbying, etc. C'est un jeu de lobbying. Et voilà, au finish, c'est au plus offrant, j'ai envie de dire, qui remporte la mise. Donc c'est souvent comme ça. Et ça risque d'être comme ça à chaque fois. Je pense que si ça dépendait de l'organe technique qu'est la fédération, je pense que ça aurait été réglé depuis. Si ça dépendait du ministère des Sports aussi, ça aurait été réglé depuis. En d'autres sources ou d'autres lieux, évidemment, ça ne se passe pas comme ça en tant que tel, même si on a toujours le droit de regard sur la sélection, sur l'équipe Fagnon, mais malheureusement au Cameroun, ça se passe comme ça. C'est pour ça que je disais tantôt, Soulé et Francis ont dit des choses assez sympas, mais pour que ça soit parfait, j'ai envie de dire, pour un sélectionneur local camerounais, il faudrait qu'on lui donne les moyens d'accompagnement. Mais il se trouve ici que, même si d'aventure on nomme un sélectionneur camerounais à la tête des Lions indomptables, on va malheureusement lui mettre des bâtons dans les roues, on ne va pas lui baliser le chemin, on ne va pas lui donner tous les moyens, il n'aura pas tous les prérequis de travail. Voilà, prérequis sous-entendus ici par les pressions, etc., de sélectionneurs, de sélectionner, etc., etc. Donc ça pose problème. Alors qu'à la tête des Lions indomptables, ça je vous le dis, ben, les locaux ont prouvé, Emmanuel Son, Jean-Paul Akono, pour ne pas le nommer, Manga Ongene avec les juniors de 95, ils sont allés au Nigeria remporter cette coupe et de fort belle manière. Et cette sélection, je vous le dis, Jérémy Dita, Womelen et Sanvondo, etc., qui se sont retrouvés plus tard en train d'être la meilleure équipe de 2000 et de 2002. Parce qu'au départ, il y a eu un Jean-Manga Ongene qui avait cru en eux. Donc ça devrait se passer comme ça. Mettons un entraîneur local, balisons-lui le chemin, donnons-lui les moyens, les outils nécessaires. Et je pense que ça devrait être évident parce qu'ils connaissent mieux les Lions indomptables d'ici ou d'ailleurs que les autres qui viennent de l'extérieur. Merci à vous, cher monsieur.
On va sortir définitivement de cette émission avec naturellement cette troisième thématique, du moins cette autre interrogation revenant donc autour de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Le général Pierre Semengue est-il parti pour rester? En tout cas, nous prenons cet autre élément, le dernier d'ailleurs d'Africa Foot de ce soir. Le général Semengue est parti pour rester à la tête de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Selon certaines indiscrétions, le gouvernement camerounais, par l'entremise du Premier ministre, aurait ordonné ce jour la restauration du général d'armée à la tête de la Ligue de football professionnel du Cameroun. En attendant confirmation de ce qui se présente comme étant une victoire dans ce conflit qui oppose l'exécutif de Tinga à la Ligue, les langues, elles, se délient sur cette actualité. En effet, en date du 3 septembre dernier, lors de la réunion de son comité exécutif, la FECAFOOT avait prévu, elle, de suspendre le mandat en cours du président de la Ligue au profit d'un comité technique de transition dont le mandat court jusqu'en 2021, soit un an après celui du général Pierre Semengue. Il lui est donc reproché, entre autres, l'incapacité de gérer ses propres ressources, une crise de confiance entre la Ligue de football professionnel du Cameroun et la majorité des clubs camerounais, une perte de compétitivité des clubs camerounais sur la scène continentale. Des griefs qui ne sont pas les bienvenus chez le patron de la Ligue, qui a d'ailleurs saisi les juridictions compétentes au fin de se faire entendre. Allez, ça chauffe, ça brûle donc du côté de la Ligue de football professionnel du Cameroun. C'est vrai qu'au moment où on est entré dans ce studio, Suleiman Abdou, il y a effectivement ce bras de fer qui continue à persister, même si on est, selon certaines indiscrétions, en train de se diriger vers un maintien du général Pierre Semengue à la tête de la Ligue de football professionnel du Cameroun. C'est donc peut-être une paire de manches que va remporter le général. Bon, pour le moment, les informations que j'ai eues de sources en ma possession, je pense que ce n'est pas encore le cas, le maintien. Mais moi, j'ai toujours dit, loin du fait que la fédération est le patron de la Ligue, j'ai toujours été de ceux qui pensaient que la manière dont la fédération avait utilisé pour vouloir débarquer le général Pierre Semengue n'était pas la bonne, n'était pas la manière vraiment digne des personnes aussi responsables de faire les choses. Tout était très simple parce que je continue à dire, lorsque vous partez du mois de septembre où on se trouve au mois de juillet 2020, il n'y a que 10 mois. Ça veut dire qu'il suffisait tout simplement de prendre son mal en patience. 10 mois et on passait aux élections et le général sortait. C'est-à-dire, si tout est bien organisé, si le général perd par les unes, je pense qu'il n'y aura aucun souci. On n'aura pas ce problème où aujourd'hui le championnat est à la traîne parce que des personnes ont décidé. Oui, donc c'est pour ça que je dis, pour le moment, la guerre continue, mais en ce qui concerne le maintien, par rapport à ce qui s'est dit, longueur de cette journée, il n'en est rien parce que je connais qui est le président de la LFPC. S'il y avait une situation telle que ça s'est dit depuis ce matin entre les journalistes ou bien entre des personnes de camps opposés, comme ça se dit aujourd'hui, c'est que le général, très direct, il aurait pondu un communiqué pour dire voilà, je suis rétabli dans mes droits par le Premier ministère, mais sauf que la rencontre du Premier ministère, quelque part, ça ne s'est pas fait d'une manière officielle. Et il faut même dire aussi que pour que le général soit remis dans fonctions, dans sa fonction de président de la LFPC, ça ne peut pas se passer par un tribunal administratif. Ça se passe soit le comité, l'Assemblée générale de la FECAFOOT décide d'annuler la décision, les travaux du comité exécutif, ou encore la CCA. Donc voilà les deux instances qui, pour l'instant, peuvent faciliter la situation du général. Bon, maintenant, je pense que même si l'État doit permettre au général de reprendre sa position, ils doivent utiliser ce moyen pacifique-là. Parce que il faut dire que là où il y a nuance, c'est qu'actuellement, depuis que cette crise a commencé, l'État veut bien
remettre le général dans ses droits. Mais il y a un souci, c'est la peur de ne pas se faire frapper par la FIFA parce qu'aujourd'hui, il faut dire que les gens de la fédération, dans les coulisses, le disent. C'est-à-dire qu'on est prêt à porter l'affaire au niveau de la FIFA et de la CAF si l'État s'ingère. Et du coup, on a eu un glissement, comme je disais, de la CAN. L'État n'est pas aussi prêt parce que s'il y a une sanction du Cameroun par rapport à ce litige, ça va interférer sur donc c'est tout ce problème qui fait traîner. Mais dans la réalité, l'État n'est pas d'accord avec ce que la FECAFOOT a causé comme tort au général Pierre Semenge. Mais ils sont encore en train d'étudier, de trouver quels moyens pour que ça ne crée pas des situations plus difficiles que ce qu'on vit actuellement. Parce qu'il faut dire que si c'est un bras de fer, ça va être une situation plus difficile parce que non seulement si on nous sanctionne, ça veut dire que même le championnat qu'on va jouer ne servira plus à rien parce qu'on ne peut pas avoir de représentants quand on a déjà pris 2 ans de sanctions au niveau de la CAF. Francis, votre avis autour de ce bras de fer qui persiste du côté de la Ligue de football professionnel du Cameroun avec naturellement la Fédé? Sincèrement, quand je vois la thématique, je crois qu'on devait dire à qui profite la guerre entre la LFPC et la FECAFOOT. Aujourd'hui, il y a une guerre qui, pour moi, n'a pas lieu d'y être. Il y a des griefs qui ont été retenus contre le général Pierre Semenge? Oui, et, généralement, Soul est en train de le dire, nous sommes à moins de 10 mois de la fin du mandat du général. Même s'il y a des choses à dire ou à redire sur la gestion du général, je pense qu'aujourd'hui, le bien serait pour les joueurs qui sont d'abord les premiers acteurs de ce football. Parce qu'aujourd'hui, nos joueurs ne sont pas en compétition. C'est vrai, on n'a pas encore un entraîneur chez les A-Prime. On sait tous qu'on est en train d'organiser un championnat d'Afrique en 2020. Il n'y a pas de compétition pour ces joueurs locaux qui devront représenter le Cameroun. En 6 mois, on va lancer un championnat qui va aller voir en 5 mois comme le rien précédent. Ne dit que ça va être lancé en janvier, peut-être en juin, tel que... Non, rien ne le dit. Sincèrement, rien ne le dit. Connaissant le Cameroun, on peut repousser le championnat à tout bout de champ. Et ce sont les présidents qui vont encore souffrir. Parce que ces présidents même qui sont en train de s'aligner aujourd'hui, que ce soit du côté de la Fédé ou du côté de la LFPC, qu'ils sachent que aujourd'hui, ce sont les moyens qu'il faut mettre. Les clubs ont repris les entraînements, il faut payer les primes d'entraînement, il faut payer les salaires, les salaires et autres. Si vous n'avez pas ces moyens-là, ou bien si vous n'avez pas assez de moyens, surtout qu'on connaît aujourd'hui comment nos clubs réussissent à vivre pour que ces joueurs puissent quand même avoir, que ce soit 500 ou 1000 francs, c'est très difficile aujourd'hui. On va passer 1 mois, 2 mois de guerre et revenir encore organiser un championnat qui sera amoindri. Pour quel résultat? Sincèrement, c'est un peu désolant pour le football camerounais. Et je pense qu'on va encore de mal en pire. Et c'est déplorable. C'est vraiment déplorable. Alors, et même à Europe, tout à l'heure, Suleiman l'a si bien dit, même s'il faille qu'il y ait ce consensus, comme le veut en tout cas la culture africaine du côté de la primature. Il y a on risque de brûler, sauter des étapes qui peuvent être assez préjudiciables pour le Cameroun, en tout cas, qui veut laver l'affront après ce fameux glissement de date en ce qui concerne l'organisation de la Coupe d'Afrique 2019, finalement ramenée en 2021. Au-delà des règles, au-delà des lois, au-delà des statuts, je pense que les autres nous envient, à nous les Bantous, notre sagesse, voyez-vous. Et autour d'un arbre, tout est possible. Hein. Honnêtement, on pourrait même faire fi de manière officieuse de certaines lois, voyez-vous. Donc ça peut se faire, tout est faisable. Quoi qu'on ait pris comme décision, c'est les hommes qui les prennent, quoi qu'on ait fait. Mais en l'état quand même, permettez-moi d'observer, moi qui suis au demeurant, qui a été très proche de la Ligue à un moment donné, qu'en l'état, en réalité, il s'agit plutôt du CTT, voyez-vous, qui a été installé, qui veut poursuivre sa marche vers l'avant. Parce que même si CTT a un mandat qui va bien au-delà de celui qui devrait en tout cas remplacer. Oui, mais c'est ce CTT qui est mis en place avec ses règles, avec ses statuts, avec ses lois, pour permettre que le championnat se joue. Mais en même temps, je suis d'accord avec Soulé, c'est très important ce qu'il a dit en des termes
qui lui sont chers. Et il n'y a que justement la CCA qui pourrait faire revenir le général. Et voyez-vous, ne perdons Qui pas ça passerait de par vue. l'annulation de l'AG qui avait effectivement... Oui, mais là, il a esté justement, Qui avait amené à la- il a au porté limogeage du l'affaire, il a général. porté l'affaire acquis de droit, même si d'aucuns vont penser qu'il y a eu vice de forme, mais voilà, en l'état, il a porté l'affaire acquis de droit. Voilà, cette chambre-là peut, en sa faveur, justement, le ramener à son état de président de la Ligue. Voilà, si tel était le cas, je pense que l'Africa Foot se plierait, voyez-vous. Mais sauf qu'au Cameroun, depuis ces dernières années, le football s'est beaucoup plus joué, évidemment. Il y a eu le football sur les Peut-être terrains que aussi. les juridictions puissent effectivement se pencher sur cette question. On connaît quand même les lenteurs judiciaires. Est-ce que l'arbitrage du gouvernement ne permettrait pas qu'on aille ipso facto dans le vif du sujet? Et c'est pour cela que j'ai répondu à votre question, peut-être je l'ai dit en parabole. Quoique, quelle que soit la décision qui a été prise, quel que soit justement le rendu même de la justice, je vous disais en off, en backstage justement, les bantous que sont nos frères camerounais, si de particulier, c'est qu'autour d'un arbre, justement, ils peuvent arranger les problèmes. Et dès lors qu'ils les ont arrangés, ils les portent à la voie publique par les canaux, justement, qui sied à cet arrangement-là. Voyez-vous, donc ça peut se faire, on ne peut pas exclure ça. Mais pour répondre à votre question, je pense qu'à un moment donné, Bambutos de Bouddha a été réhabilité après 7 années de purgatoire. Voilà, je pense qu'il y a eu un club au Sénégal comme ça, le championnat avait commencé, ils en étaient à la 6e journée. Voilà, l'État s'est prononcé pour sa réhabilitation. D'office, on est obligé de réhabiliter. Donc ça peut se faire comme ça. Si d'aventure la CCA répondait favorablement justement à la demande, c'est vrai que ce n'est pas une demande du président général Semengue, voilà, si on pourrait, à travers la CCA, le remettre en selle, c'est faisable. Donc, tant qu'il n'y a pas eu cette décision de la CCA, évidemment, il faut rester prudent. Mais permettez-moi de faire du journalisme en rappelant ceci, c'est vrai que je vous côtoie à longueur de journée, à longueur de nuit, de rappeler qu'en l'état, justement, c'est le CTT qui est en place, qui est en train de programmer l'organisation du championnat. D'ailleurs, une date a été arrêtée pour ça. Mais après, justement, les instances juridictionnelles, comme on le dit, peuvent répondre favorablement ou défavorablement et renverser toutes les cartes. Messieurs, voilà, on va merci pas infiniment ne pas le dire. de nous avoir accompagnés. On n'ira pas plus loin que ce temps qui nous est d'ailleurs assez imparti, qui était justement à sa fin. Francis Bakapa, merci infiniment de nous avoir accompagnés ce soir. C'est moi qui vous remercie, Une Fabrice. première, ça a été selon vous? C'est pas à moi de le dire, En tout cas, c'est il y aura plutôt une aux réplique plus tard. téléspectateurs de le dire. Et ça a été quand même un honneur pour moi d'être ici. J'ai découvert votre plateau, ce beau studio quand même. Et le plaisir pour moi, il est partagé, Voilà. surtout avec ses aînés, Souley et Emmanuel. Ouais. Souley, merci infiniment de nous avoir accompagnés ce soir. C'est moi qui vous dis merci, hein, et on ne va pas oublier cette grosse équipe de la réalisation de Africa Foot parce que c'est des personnes merveilleuses. C'est des personnes qui vraiment Et qui permettent en tout cas de pouvoir y mettre en diversité à notre ami Ambassa qui fait des grands signes. De l'autre côté de la vitre, alors Emma, en tout cas consultant permanent sur le programme, merci mondialement de nous avoir accompagnés ce C'est soir. moi qui vous remercie. Francis n'a pas voulu le dire. Il m'a dit en off, dès qu'il est rentré en studio, il s'est cru, il ne pensait pas qu'il était au plateau central d'Afrique Média. Donc de ce point de vue-là, il a été bluffé de la plus belle des manières. Super studio et évidemment, belle émission Africa Foot. Quoi demander de mieux? Merci à vous de nous avoir accompagnés. Merci à toute l'équipe technique réunie autour de Bassim qui nous a donc permis effectivement de pouvoir produire dans le cadre de cet autre numéro d'Africa Foot. Stop et Fond. Ce numéro, c'est terminé pour cette autre position. On se donne rendez-vous jeudi avec de nouvelles actualités. Bonsoir à tous.